Nous recevons aujourd'hui un grand gymnaste français, champion d'Europe en 2013, médaillé de bronze mondial en 2019. Il a été porte-drapeau de l'équipe de France lors des Jeux de Tokyo. Il est l'un des espoirs de médaille française pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Bonjour Samir Al-Saïd. Salut Sandy. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Bah écoute, très heureux. Avant de te demander tes 3 dates, parce que maintenant vous commencez à bien connaître ce podcast, j'ai préparé ta petite bio. Tu me dis s'il y a des petites coquilles ou pas, mais je pense que j'ai bien travaillé. Samir, tu es né le 1er novembre 1989 à Champigny-sur-Marne. C'est un peu par hasard que tu commences la gymnastique très jeune au RSCC Champigny-sur-Marne pour faire du trampoline. Repéré à l'âge de 11 ans par Philippe Carmona, entraîneur du Pôle Espoir d'Antibes, tu intègres le groupe du sud de la France. 4 ans plus tard, à 15 ans, tu entres en équipe de France et tu t'empares des titres nationaux et européen junior aux anneaux en 2006. Une blessure t'empêche de participer aux Jeux Olympiques de Londres en 2012 où tu représentais un espoir de médaille française, mais tu te venges l'année suivante où tu es sacré champion d'Europe à Moscou. Samir, en t'invitant dans ce podcast, je t'ai demandé de réfléchir à 3 dates qui ont marqué ta vie personnelle ou ta carrière. Elles sont venues rapidement, ces 3 dates ? Oui, franchement, ces 3 dates, elles sont arrivées très très rapidement. Ces 3 dates qui m'ont un peu marqué, on va dire, où j'ai pu revenir à la compétition. Donc ça a été une fierté. On va parler de la première, qui est en 2013. Malheureusement, je loupe les Jeux Olympiques de 2012 suite à une première blessure au genou au saut de cheval, où j'ai dû me faire opérer et du coup renoncer aux Jeux. J'avais entendu pas mal de mauvaises choses sur moi en me disant que ça allait être impossible, compliqué à revenir. Donc voilà, j'ai réussi à me battre, à m'accrocher. Je suis revenu à la compétition et ma première compétition, c'était les championnats d'Europe. Et je reviens avec ce titre continental. Donc ça a été une fierté pour moi. Avant de te remettre dans la peau de ce Samir en 2013 à Moscou qui a cette médaille d'or autour du cou, dis-moi comment est-ce que tu es arrivé à la gymnastique ? Un peu par hasard pour éviter la bagarre, j'ai l'impression. Je crois que j'ai lu ça quelque part. Oui, effectivement, j'étais un enfant qui était très très turbulent. J'avais besoin de me dépenser, j'avais besoin de courir, de sauter de partout en fait. Et du coup, à l'école, on faisait de la gymnastique avec la maîtresse. Elle nous avait amenés dans une salle de gym. On s'amusait sur le trampoline, voilà, comme des enfants, quoi. Et moi, je pensais que la gymnastique, c'était ça. Mon père, à l'époque, voulait m'inscrire au judo, donc on était parti pour l'inscription au judo. Et là, je me suis rendu compte que le dojo était juste au-dessus de la salle de gymnastique. Et là, je dis à mon père, attends, vas-y, inscris-moi à la gym, s'il te plaît, parce que la bagarre, j'en fais ça à l'école. Non, si on nous écoute, hein, c'est pas bien du tout. Mais, on passe le message. Voilà. Mais le sport permet d'éviter les bagarres. C'est ça. Et du coup, donc, je me suis inscrit à la gym, alors qu'aucun membre de ma famille n'a été gymnaste. Et voilà, donc, du coup, j'ai accroché. Mais je pense qu'on pouvait me mettre dans n'importe quel sport. J'avais tellement besoin de m'amuser, de bouger, de m'éclater, que franchement, j'aurais accroché, je pense. En gymnastique, on sait qu'il y a 6 agrès. Tu t'es tout de suite essayé sur les 6 ou tu savais déjà que les anneaux, c'était fait pour toi ? Non. On était obligé de faire les 6 agrès. Donc, plus jeune, même jusqu'en junior, je faisais les 6 agrès. J'ai même été sacré champion de France sur les 6 agrès, sur le concours général, junior. Et ensuite, j'ai commencé à faire vraiment des études un peu plus poussées. Et là, à ce moment-là, je me suis focalisé sur 3 agrès, le sol, le saut et les anneaux. Bon allez, on fait un petit avance rapide pour arriver donc au championnat d'Europe Moscou en 2013. Raconte-nous un petit peu cette journée. Les championnats d'Europe à Moscou, ça a été une compétition un peu particulière. C'était une compétition particulière parce que j'avais un petit stress quand même. C'était mon retour à la compétition. J'avais envie de bien faire, j'avais pas envie de décevoir. Et c'est vrai que le fait de faire une compétition en Russie chez mon principal rival en plus, c'était très important pour moi. C'était pas désagréable, mais non, je kiffais être là-bas. Hein. Non, je kiffais être là-bas, mais il y avait pas mal de pression. Franchement, la compète, elle s'est super bien passée. Et voilà, quand je vois le résultat et je vois champion d'Europe, je me suis dit, putain, c'est extraordinaire, quoi. Donc ça a validé un peu tout ton parcours et ton choix quand tu étais enfant, de quitter, je pense, tes parents pour aller t'entraîner dans le sud de la France aussi. Il y a eu une vraie validation à ce moment-là ou ça s'était fait avant ? Ça s'est fait un petit peu plus tôt parce que j'avais eu la chance déjà de faire champion d'Europe junior. Et donc voilà, ça c'était dans la continuité. Concrétisé, ouais, voilà, dans la continuité, sachant que avant j'avais quand même fait 2 médailles européennes chez les seniors, donc une aux anneaux et une autre par équipe. C'était la compétition où il fallait récupérer ce titre. Voilà. Qu'est-ce que tu avais envie de faire après ça ? Après 2013, tu voulais t'attaquer au championnat du monde, j'imagine. En fait, c'était même pas forcément les championnats du monde, je pensais directement aux Jeux.
j'avais Rio en ligne de mire. Mais pourquoi on se dit pas, la prochaine marche de l'escalier, c'est les championnats du monde? En fait, il y a toujours l'objectif qui est à moyen ou à long terme. Et pour moi, c'était clairement les Jeux. Bien sûr, il y avait des étapes avant, comme les championnats du monde, comme tu disais. Mais dans ma tête, c'était les Jeux de Rio. J'avais que ça en tête. Je voulais aller là-bas, je voulais aller récupérer une breloque à Rio, quoi. Bon, quelle est la deuxième date, Samir? Je pense qu'on y arrive quand même assez rapidement sur cette deuxième date. La deuxième date, c'est les Jeux de Rio, donc on y vient. En août 2016. Exactement, en août 2016, où là, ça y est, je fais mes premiers Jeux olympiques. Donc là, j'ai envie de te dire, c'est l'aboutissement d'une carrière pour un sportif de haut niveau. Mes premiers Jeux, j'y suis allé vraiment en mode déterminé. Surtout que je commence aux anneaux, boum, je fais un mouvement de dingue et j'ai réussi à me qualifier pour la finale olympique. Donc ça y est, je me dis, on y approche, tu vois. On s'approche tout doucement, mais sûrement. Bien sûr, arrive le saut de cheval. Hein. On a tous vu la chute. Ça a fait le tour du monde, cette image. Exactement, triple fracture ouverte, tibia péroné. Donc là, je vais pas dire que le rêve s'envole, mais il est repoussé. Donc opération et voilà. Et là, encore une fois, tout le monde dit que tu ne reviendras sûrement pas. Ça te met la rage? Bien sûr. Alors, ça met la rage, oui et non. Oui, parce que je peux comprendre quelqu'un qui se blesse comme ça, celui qui dira ça va être facile pour revenir. Non, je pense que c'est... C'est la pire blessure pour un athlète de haut niveau? Une fracture comme ça, c'est rien. Vraiment, c'est que dalle. Ah, je te jure, c'est rien. Pourtant, quand même, sur le papier, triple fracture du tibia péroné, il y a pire que ça? Oui, franchement... Un os, ça se remet très vite. Franchement, c'est impressionnant, c'est pas beau à voir, certes, mais ça aurait pu être pire parce que dans mon malheur, j'ai eu de la chance de pas avoir sectionné une artère ou une veine, ou tu vois, parce que là, ça aurait pu être l'amputation. Donc non, dans mon malheur, j'ai eu beaucoup de chance et c'est rien. Un coup de bistouri, on met un clou dans le tibia et ça y est, c'est reparti. Je préfère largement me péter le tibia péroné que de me faire un croisé ou ne serait-ce qu'un tendon d'Achille, par exemple, tu vois. D'accord, ok. Certes, c'est plus impressionnant. Oui, c'était très très impressionnant cette image qui a fait le tour du monde. Et puis tu sors sur cette civière, t'es applaudi par tout le public du Carioca à Rio 2016, on s'en souvient. T'as quoi en tête à ce moment-là? La déception, là, je lève les yeux et en fait, je regarde mes parents et je leur fais un petit signe genre tout va bien, pour essayer pour les de les rassurer un petit peu, ouais. Surtout que derrière, ça a été laborieux parce que on me remet la jambe sur place sur le tapis sans anesthésie. Ensuite, on me met dans le brancard. Les ambulanciers m'ont fait tomber. Donc ouais, là, ça m'a énormément fait mal. Ensuite, une fois qu'ils m'ont ramassé, ils m'ont mis dans l'ambulance. Ces champions ils ont oublié de serrer le brancard. Donc une fois que le mec a mis la première et a accéléré, boum, le brancard est parti en arrière, tu vois. Donc j'ai retapé. Dans la porte? Ouais, t'as retapé dans la porte? Ouais. Et ensuite, je suis arrivé là-bas, à l'hôpital, et l'infirmière m'a dit, bon, vous avez une fracture. Waouh! Et après, franchement, l'opération, le chirurgien... Donc, tu t'es fait opérer sur place? Je me suis fait opérer sur place. Et le chirurgien a très, très bien bossé. Il y a eu une très, très bonne prise en charge. Franchement, vraiment, le staff médical là-bas a été vraiment top. Vraiment top. Après, je peux pas en vouloir aux ambulanciers ou autres. Ils étaient stressés, donc je leur en veux pas. Ton staff médical était présent avec toi? Ils ont fait partie des décisions? Parce que se faire opérer sur place, ça peut être un risque. Tu sais pas qui t'opère. Ouais, mais j'avais pas forcément le choix. De toute façon, je pouvais pas prendre l'avion avec ça, hein. Donc, il y avait mon médecin, Stéphanie Nguyen, qui est même avec moi encore aujourd'hui, qui me suit, qui elle est montée avec moi, qui a été au bloc opératoire, il me semble. Ah oui, ok. Ouais. Parce que toi, tu devais être dans les vapes, à mon avis. T'as pas vu grand-chose. Elle m'a raconté une petite anecdote, et donc du coup, c'est là où j'ai compris qu'elle était sur mon bloc. Parce que apparemment, quand j'ai ouvert les yeux, j'ai regardé le chirurgien et je lui ai dit, souvenez-vous bien de ma tête parce que vous allez me revoir au prochain jeu. C'est beau ça. Je m'en souviens pas. Ça me donne les frissons. Je te répète ce qu'elle m'a dit. Je m'en souviens pas du tout, tu vois. Ouais, mais avec ton mental d'acier, ça m'étonnerait pas que t'aies dit ça, Samir. Peut-être. Peut-être. Les mois qui suivent, c'est quoi? C'est beaucoup de kiné, j'imagine, se réapproprier ton corps, se remettre à la compétition. Au niveau mental, raconte-moi un petit peu dans quel état d'esprit tu es. Ça a été une période très très lourde, très très compliquée parce que en fait, je devais gérer cette rééducation qui a été quand même intense. Et en parallèle de ça, moi, j'étais sur ma dernière année d'études en école de kiné. Donc, j'avais mon mémoire à préparer, j'avais énormément de choses à faire. Et il était inconcevable pour moi de laisser
ma dernière année de kiné, mon mémoire à faire l'année d'après, tu vois. Et en même temps, j'avais envie de revenir rapidement à la compétition pour préparer les championnats du monde à Montréal. Donc, ouais, ça a été une double tâche à faire. Et t'as tout ça a fait en été même chaud. temps? J'ai tout fait en même temps, ouais. Et t'as eu ton année? J'ai eu mon année, j'ai eu je crois que j'ai eu 15 à mon mémoire, donc c'était cool. J'étais Bravo. diplômé kiné, ouais, merci. Et j'ai réussi à revenir sur la Coupe du Monde de Bercy, où je D'accord. fais 2 et 4 au championnat du monde de Montréal. Et ça, c'est que quelques mois plus tard? Ouais, ça a été un peu moins d'1 an. La blessure, elle était août 2016 et le championnat du monde était en septembre 2017. Et le mémoire, ça a été au mois de mai-juin. Non, elle a été intense. J'imagine intense cette Elle année. était intense, elle. Donc, tu as les Jeux Olympiques évidemment en tête. Tu as Tokyo qui arrive en 2020. Tu gagnes une année de plus peut-être dans ta prépa, là où d'autres athlètes se sont dit ah non, c'est encore une année à bosser. Toi, ça te donne peut-être une année en plus parce que ça a été décalé à cause du Covid en 2021. Mais le sort s'acharne encore. Tu te fais une fissure du biceps. Ouais. Bon, après, tu vois, même ça, j'ai envie de te dire que j'ai de la chance. J'ai de la chance parce que ça m'a pas empêché de faire. Oui. Même si, On t'a vu quand même aux anneaux. Voilà, les médecins voulaient que je déclare forfait et moi, j'ai refusé. J'ai refusé, je savais très bien ce que je risquais. Donc, Tu risquais quoi? La rupture complète, avec un biceps qui lâche. T'avais travaillé trop pour arrêter là C'était 3 jours avant, hein, il me semble, tu te fais mal. Ça. C'était impossible pour moi d'abandonner. Donc, je me souviens, je regarde dans les tribunes ma kiné, Anne-Sophie Muller, qui s'occupe de moi ici à l'INSEP. Je la regarde et je lui fais un signe, genre, ça va être très, très chaud. Et là, le signe en travers de la gorge. Ouais, grave. Je vois sa tête se décomposer. Et là, je me dis, bon, allez, c'est parti. J'ai pas pu m'échauffer du tout parce que j'avais peur que le biceps lâche. Donc, il valait mieux venir avec un biceps froid? J'ai fait de mon mieux, mais je pouvais pas monter sur les anneaux. J'avais pas le choix. Parce que si je montais sur les anneaux, j'avais peur que ça lâche. Et que c'était mort pour faire la finale 15 minutes après, tu vois. Tu t'es dit, si j'ai une chance, il vaut mieux que je la saisisse. Si je peux monter qu'une fois, ça sera peut-être pendant la finale. Quoi. Voilà, c'est ça. Okay. Après, je savais très bien que la médaille, elle s'était envolée avant même que je fasse la compétition, tu vois. Donc, c'est un peu frustrant parce qu'aux qualifications, j'étais 3e. En plus, en faisant une erreur sur la figure que j'ai inventée. Oui, le high side. Voilà, c'est quoi cette figure? Alors, c'est un peu compliqué à te la décrire. En gros, je pars de la suspension, je suis pendu sur les anneaux, je me renverse vers l'arrière et on va dire que j'arrive en poirier à l'équilibre, qu'à l'aide de mes bras. Ok. Et ça, il n'y a que toi qui l'as proposé en gros en championnat. Oui, ça s'appelle le high side, ouais. Ouais. Et aujourd'hui, c'est devenu un nom commun. C'est cette figure, ça a ce nom-là. Pas beaucoup de sportifs le font. Non, voilà, c'est ça. C'est que c'est la tienne. Et donc, du coup, elle porte ton nom. Ouais. Ah, c'est génial. Elle est assez compliquée. Au moins, tu auras laissé ta trace quand même pour les Jeux de Tokyo. Et là, il y a une surprise qui arrive là pour Paris. Oh là là, il y a du tease. Il y a une surprise qui arrive pour Paris. Cette 3e date, Samir, elle concerne les Jeux de Paris 2024. Exactement, bingo. Dis-moi. Voilà, c'est les Jeux de Paris. Pour moi, il était inconcevable de les louper, ces Jeux-là. Franchement, si je devais retourner en arrière et annuler mon statut de porte-drapeau, annuler les Jeux de Rio et Tokyo, j'annulerais juste pour faire les Jeux de Paris, tu vois. Dans ma tête, c'était impossible de louper ces Jeux-là. Je m'en fous, tu fais ce que tu veux, mais en tout cas, tu as intérêt de prendre ta qualification pour Paname. Alors, mort. Cette qualification, tu l'as eue en avril 2024. Raconte-nous comment ça s'est passé. En fait, on avait 4 Coupes du Monde qui s'enchaînaient. Donc, fatigant, hein? Ouais, ceci dit en passant. Très fatigant. Franchement, très, très fatigant. Il y en avait une en Égypte, une en Allemagne, une à Bakou en Azerbaïdjan et la dernière à Doha. En l'espace de quelques semaines. Donc, ouais, en fait, on enchaînait tout. Franchement, on a tout enchaîné. Pour prétendre à la qualification, il fallait être 1 ou 2 sur le ranking mondial, sur l'ensemble des 4 Coupes du Monde, tu vois. Donc, ils prenaient les 3 meilleurs et il fallait être 1 ou 2. Donc, c'était la guerre. T'étais 3e, c'était mort. Et t'as fini quoi? Je suis 1er sur le ranking mondial. Donc, ça, c'est chouette. Je suis très content. Ça fait du bien au mental de se dire qu'on est 1er dans le monde avant d'aborder ces Jeux. Ouais, mais bon, après, ça ne veut rien dire, hein, parce qu'il y a tout qui est remis à zéro. Donc, du coup, il faut repartir très vite au charbon, à l'entraînement. Il faut essayer de récupérer aussi parce que ça a été éprouvant. Mais voilà, c'est de bon augure. Il faut continuer sur cette lancée. Rien n'est gagné. Rien n'est gagné. Je préfère le répéter. Rien n'est gagné. Donc, juste le travail. Du travail. C'est tout. Travailler intelligemment. À quelques semaines des Jeux, t'es dans quel état d'esprit? T'es humble, j'ai l'impression, par rapport à cette compétition.
Bah oui, déjà oui, il faut garder les pieds sur terre. Ça reste qu'une compétition, on fait que du sport, donc il faut établir ça, il faut faire ça avec plaisir, avec fierté. Et moi, je suis quelqu'un de très patriote, donc c'est vrai, représenter mon pays chez moi, bah il y a rien de plus beau, il y a rien de plus kiffant. Mon but, c'est de faire retentir, bah, si possible, cette Marseillaise chez moi dans mon pays. Et puis, si c'est une médaille de bronze, je serai plus content. De toute façon, dans tous les cas, médaille ou pas médaille, le fait d'être à Paris et de me battre, voilà, pour mon pays, chez moi, à Bercy, bah, ça sera déjà un pur kiff. Ça va être quoi ta stratégie pendant ces 10 jours? Parce qu'entre la qualif et la finale se passe 10 jours. Je sais que tu avais quelques regrets sur les autres jeux, c'était de t'entraîner et d'arriver un peu épuisé à la finale. Là, je crois que tu vas changer un peu de stratégie. Ouais, exactement. Je vais pas reproduire les mêmes erreurs qu'à On Tokyo. apprend, heureusement. Exactement. Donc là, en plus, j'ai un nouveau staff qui m'accompagne. Donc du coup, bah, après la compétition, on va quand même souffler, récupérer. Ce qui est bien, c'est que bah voilà, on a aussi l'INSEP à côté. Donc pour faire un peu de récupération, pour faire de la balnéo. Donc voilà, il y a des choses à aussi mettre en place avec le staff médical. Mon médecin Stéphanie et ma kiné Anso, qui eux seront aussi sur le village olympique. Donc ça, c'est une chance aussi de les avoir à mes côtés. On va travailler intelligemment. En tout cas, je fais tout. Voilà, comme ça, il n'y a pas de regret. Travailler intelligemment, tu veux dire quoi? Travailler intelligemment, c'est ne pas faire le bourrin, comme j'ai fait à Tokyo. Donc, Ne pas s'épuiser. voilà, passer son temps à s'entraîner, sans avoir des jours de repos. Donc non, là, je vais souffler. Parce que des fois, je me dis, ah bah mince, là, je prends du repos alors que mes adversaires sont peut-être à l'entraînement, tu vois. Mhm. Mais il faut pas oublier que le repos fait partie de la performance. Ça, C'est très important. Exactement. Ouais, pour le mental et pour ton corps Exactement. aussi. C'est plus de pression, le fait que ce soit à la maison, ou toi, ça va te pousser? Alors, pas du tout. Franchement, je sais pas, peut-être il y en a qui se rajoutent de la pression, mais moi, pas du tout. Non. C'est plus Vraiment, confortable. Tu le disais non déjà, t'as plus, ton non staff, plus. t'as Ouais, tout là, mais, en mais fait, t'as c'est tes amis qui seront là, ta famille, tout le monde sera là. vraiment, Sandy, il y a même pas, même pas. Je vais là-bas pour me faire plaisir. Tu sais, c'est ouf. Là, c'est vraiment la notion de plaisir. Je vais aller au jeu chez moi pour me faire kiffer, pour me faire plaisir. Il y a juste ce mot-là qui est dans ma bouche. Plaisir. Il n'y a pas de vengeance après tout ce qui Non, t'est arrivé. Il y a non, quand il y a même pas de beaucoup vengeance, non. La presse a souvent titré la malédiction Bah oui, des mais jeux ça, pour pour moi, Samir. c'est une bêtise. S'il y avait vraiment de la malédiction, aujourd'hui, je serais pas encore qualifié pour mes troisièmes jeux. Donc, il y a aucune malédiction. Au contraire, je suis chanceux. La blessure, ça fait partie du sportif de haut niveau. C'est sûr que si je veux pas me blesser, je fais pas de sport de haut niveau. Aujourd'hui, je suis à l'INSEP, je tourne la tête, je vois des sportifs blessés, à quelques semaines des Jeux, à quelques mois des Jeux, se blesser. Mais ça fait partie de notre vie, c'est notre quotidien. Je vais pas dire on a signé pour ça, mais on sait très bien qu'il va y avoir des petits bobos à droite à gauche. C'est comme ça. Donc non, il n'y a pas de malédiction. Donc là, le fait d'être qualifié aux Jeux, et qui plus est, en plus, je suis le seul masculin à être qualifié pour les Jeux, c'est une chance. Donc je vais me faire plaisir. Il n'y a aucun stress, aucune pression. Je vais me faire plaisir. Ça va être une belle fête et ouais, j'ai hâte de montrer ce que je sais faire, tout simplement. Médaille ou pas médaille. Tu parlais de plaisir, tu vas pouvoir prendre du plaisir sur les bateaux le 26 juillet pour la cérémonie d'ouverture. Je pense que je vais la faire. Mais après, franchement, si je me sens fatigué, je dirais, bah non, en fait, je vais rester au village. Parce qu'on doit dire aux auditeurs que toi, ta compétition commence dès le lendemain. Et ça, c'est pas évident. Pour les athlètes, généralement, préfèrent se reposer plutôt que de faire partie de la cérémonie. Mais bon, sur une péniche sur la scène, quand même, on a envie de le faire. Donc toi, tu verras la veille. Je verrai la veille parce que, on va pas se mentir, Sandy, le plus important, c'est la compétition. La cérémonie d'ouverture, c'est très bien, certes. Mais je travaille pour ce qui va se passer le lendemain et une semaine après. Mais ça revient à ta stratégie, c'est-à-dire de te reposer. Et tu verras si tu as besoin de te reposer la veille. Alors tu regarderas cette belle cérémonie à l'antenne, comme beaucoup. Ouais. Ou alors on aura peut-être le plaisir de te voir avec ton grand sourire sur une péniche. J'ai cru comprendre en t'écoutant que les Jeux Olympiques, c'est un rêve quand même pour beaucoup d'athlètes de haut niveau. Tu l'as eu jeune, ce rêve olympique. Est-ce qu'il y a peut-être dans les JO que tu as regardé quand tu étais plus jeune, un moment marquant, une médaille, une performance qui t'a marqué en tant que spectateur ? En tant que spectateur, en fait, je suis pas trop fan ou groupie de quelqu'un, mais il y a beaucoup de moments au jeu qui m'ont marqué, notamment les médailles en boxe qu'on a eues en 2016. Avec Estelle Mosley et Tony Yoka. Ouais, mais pas que. Ouais. Pas que, il y en a eu d'autres aussi, Oui. tu vois.
moi, je suis fan de boxe, donc voilà. Et il y a eu Sofiane, Souleymane, tu vois, j'ai été émerveillé, très content pour eux. Il y a eu Sarah Ouramoun, attention. Oui. Tu vois, c'est des sportifs que Sarah qu'on a eu à notre micro ici dans le podcast. Et tu vois, évidemment. Donc, grande championne, très très grande championne, qui est revenue de loin, elle aussi, avec son histoire. Donc, on peut qu'être admiratif, en fait, tu vois. Et après, en hors olympique, bah ouais, j'ai Zidane, ouais. Je suis trop fan de Zidane. Je suis trop fan de ce mec. À mon avis, on risque de voir Zizou traîner un petit peu pendant les Jeux de Paris 2024. On va vivre quoi à Paris 2024 ? On s'attend quoi ? Une belle fête ? Ouais, j'espère. Une belle fête, un moment de joie, de partage, d'échange. Et ouais, je pense que ça risque d'être chouette quand même. Ça risque d'être chouette. J'ai trop hâte en tout cas. Mais il reste encore un peu de temps, il faut garder ce temps-là pour s'entraîner. Absolument. Justement, tu vas y retourner dans quelques minutes après la fin de ce podcast. Quelle est la prochaine date de Samir El Saïd ? C'est un peu ma question signature. Bon, sans grande surprise, j'imagine que c'est dans quelques semaines. La prochaine date, c'est le 27. Début de la compétition, Jeux Olympiques. Alors, je sais pas ce qui se passe le 27, mais c'est ma prochaine date. Voilà. Bon, et en tout cas, on sera tous derrière toi, évidemment, Samir. Merci, Sandy. Merci encore d'avoir accepté notre invitation. Merci d'avoir écouté Haut Niveau, un podcast Chéri FM à retrouver sur le site chérifm.fr et sur toutes les plateformes de podcast. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Et si vous aimez ce podcast, le meilleur moyen de nous soutenir, c'est d'en parler autour de vous et de nous mettre des étoiles et des commentaires. Haut Niveau est un podcast Chéri FM, imaginé, écrit et animé par Sandy Ribert. À la direction des podcasts, Sarah Conan. À la réalisation, Geoffrey Boulet. À la rédaction en chef, Anaïs Kopman. Et à la production, Anne-Cécile Kiri, assistée de Marie Carrette.